C'est un bon film de beauf. C'est exactement ce que vous attendiez. Si vous avez aimé les taxis d'avant, ce sera beaucoup de la même chose. Si vous avez aimé les films de Franck Gastambide, j'allais dire Franck et film, vous allez retrouver une partie de sa personnalité aussi là-dedans, une partie de ses acteurs fétiches, une partie de ses idées et de sa façon d'écrire. Donc c'est un mélange du taxi habituel et un taxi version Franck Gastambide. Est-ce que ça sert même à quelque chose que j'aille plus en détail, quoi? Vous savez a priori ce que vous allez avoir, donc si ça vous branche, allez-y, si ça vous branche pas, n'y allez pas, enfin... Voilà. Pour ceux que ça intéresse, on va quand même aller un peu plus dans le détail. Donc bonjour tout le monde, il sera question dans ce vlog de Taxi 5, La Relève, réalisé par Franck Gastambide, qui interprète également le personnage principal du film, qui est l'inspecteur de police Sylvain Marot. J'aime bien ce nom de famille, Marot. Un flic de Paris qui se retrouve muté à Marseille suite à des frasques personnelles dans la police municipale, donc qui se mélange pas trop dans les enquêtes vraiment cool, quoi. Et il se retrouve muté là-bas exactement au moment où un gang d'Italiens armés de Lamborghini, de Ferrari et d'autres voitures italiennes de course font d'énormes braquages de diamants et de bijoux. Et il va recevoir l'aide pour résoudre cette enquête, non pas de sa bande de potes, parce que comme c'est Taxi, tous les flics sont cons et débiles, et enfin limite congénitaux, quoi, donc c'est parce que c'est la base de l'humour. Donc il va pas recevoir beaucoup d'aide de leur part, il va recevoir de l'aide en partie de la part du personnage de Malik Bentala, qui joue un personnage qui s'appelle Eddie Malouf, qui s'écrit avec un K, mais apparemment le K ne se prononce pas. Le truc qui me surprend, donc c'est ça l'histoire, hein, ils vont enquêter sur ces voleurs. Le truc qui me surprend, c'est que le projet, ressortir Taxi de sa tombe, est mené à la fois par Franck Gastambide et Malik Bentala. Et ce faisant, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le personnage de Malik Bentala ne sert à rien du film. À rien, 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 rien. C'est-à-dire, en termes d'histoire, il est inutile, il est pas flic, il sait pas conduire, il conduit pas le taxi, c'est pas le plus doué, le plus renseigné, le plus machin. À la limite, de temps en temps, il a des contacts. Il peut rediriger Franck vers deux ou trois endroits, mais enfin, il aurait posé la question à n'importe quel flic de la ville, il aurait fait une enquête de voisinage d'une journée, on lui aurait dit, tiens, à ce restaurant italien-là, faut essayer de vérifier certains trucs, quoi. Donc, il sert absolument à rien en termes d'histoire, et en termes de personnages et d'humour, de comique, il est là pour être ridicule, quoi. Il est là pour se retrouver en slip avec son léger surpoids qui le rend un petit peu disgracieux. Il est là pour crier et pour être toujours pas content d'un truc qui se passe. Et il est là pour être idiot parce que c'est sa définition dans le film. C'est tous les personnages sont conscients. Le mec est idiot, littéralement idiot. Enfin, c'est pas qu'il fait semblant, c'est pas qu'il est rigolo, il est idiot. Tu dis putain, pour un mec qui a quasi aidé le film à se faire, il aurait pu se réserver un meilleur rôle quand même. Enfin, là vraiment, le mec ne sert à rien. La seule utilité qu'il a dans le film, c'est de faire le lien avec le personnage de Sami Nasseri dans les 4 premiers films. Dont au passage, je n'ai vu que les 2 premiers. Au cas où vous ne sauriez pas, Taxi, j'ai vu que le 1 et le 2, après j'ai laissé tomber. C'est pas ma cam, hein, les trucs de bagnole et filmer un peu de beauf, voilà, c'est pas trop ma cam. Mais c'était rigolo, on va dire. Et alors ce qui est génial, c'est que le mec idiot et légèrement disgracieux physiquement se tape une bombe. Mais une bombasse sexuelle avec l'accent et tout qui t'excite bien et tout le bordel, les cheveux blonds magnifiquement bouclés, le corps parfaitement machin, le truc, il y a pas un pet de graisse qui dépasse ni quoi que ce soit. Qu'est-ce que cette meuf fout avec ce mec? C'est pas du tout logique, c'est pas du tout cohérent. Et ça, encore une fois, c'est l'étiquette film de beauf du film, quoi. C'est forcément le mec a une nana complètement canon, quoi, parce qu'il faut faire fantasmer le spectateur qui regarde le truc et qui fantasme à la fois sur les nanas et sur les courbes des belles bagnoles. Parlons du reste des personnages, du coup. Il y a des personnages qui sont nouveaux, et en particulier, il y a un personnage qui aurait pu totalement remplacer le personnage de Malik Bentala. En tant que lien avec le personnage de Sami Nasseri pour récupérer le taxi, du coup, c'est en ça qu'il sert et qu'il est utile dans le film, c'est pour récupérer le taxi qui est parti au bled, parce qu'il ne servait plus. Et à la fin du film, il y a Malik Bentala, Franck Gastambide et ce 3e personnage qui sont au même endroit. Et genre le film ignore Malik Bentala. Il fait un gros plan sur la 3e personne, sur Franck Gastambide, et pas sur Malik.
qu'on a vu il y a 2 secondes, quoi, mais pas en gros plan, juste pour finir le film, quoi, c'est genre les 3 plans de clôture, les plans de clôture du film, il y a pas un plan sur Malik, quoi, pour vraiment finir le film, finir un dernier plan sur lui. Et ce personnage aurait été, à mon avis, beaucoup plus intéressant dans le film. D'ailleurs, la plupart des gens que j'ai entendu discuter à la sortie de la salle, beaucoup de jeunes d'ailleurs, avaient l'air d'être plutôt motivés à l'idée que ce personnage revienne dans une éventuelle suite et dans un rôle potentiellement important. Ce qui est encore une fois un constat d'échec cuisant pour le personnage de Malik Bentala, qui n'a rien à foutre dans ce film, enfin c'est quand même dingue. Et donc ouais, enfin je trouve qu'ils ont gâché leur opportunité sur ce personnage-là. Le truc sur lequel je voulais m'arrêter 2 secondes, c'est monsieur Salvatore Esposito, qui apparemment est un acteur qui cartonne pas mal dans une série, je suppose une série Netflix, qui s'appelle Gomorrah, une série sur la mafia italienne. Et alors apparemment, ils sont ultra fiers d'avoir décroché le mec. Genre, putain, on a eu Salvatore Esposito, le mec de Gomorrah, qui joue le patron de la mafia, etc. Le mec à la gueule de ton pote rigolo, qui te raconte des conneries en soirée, et qui doit rentrer chez sa mère le soir pour aller bouffer, et qui s'appelle Benjamin, et qui... il a l'air d'un gros patapouf, quoi, d'un petit nounours, et du coup, il est en mode constipé pendant tout le film pour essayer d'avoir l'air méchant, quoi. Il est l'air... pour essayer de te donner un air légèrement menaçant. Il est ridicule. Ridicule pendant tout le film. Alors, je sais pas comment il passe dans Gomorrah, mais dans Taxi, ça passe pas trop, quoi. Enfin, je suis désolé, il a vraiment pas la gueule d'un mafieux, quoi. Il a une gueule de toutou, enfin, c'est un petit nounours, quoi. Je sais pas, il a une tête de rigolo, de machin, enfin, tout ce que vous voulez, mais pas de mafieux, quoi. Donc je trouve que c'est vraiment le truc pourri du film, quoi. Il aurait vraiment fallu retirer ce mec-là. Donc c'est un film de Frank Gastambide, et donc il y a certains des trucs de Frank Gastambide qui se ramènent à la saga Taxi, en particulier ses potes, qu'il fait jouer dans tous ses films. Donc il a fait Pattaya et Les Kaira. Donc comme dans ces 2 films, il ramène le pote avec qui il a toujours fait ses vidéos depuis le début, c'est-à-dire Anwar Toubali, son pote qui est de petite taille, et qu'il met dans quasi tous ses films, à la différence d'un Peter Dinklage, dont je gueule souvent sur la présence de Peter Dinklage dans certains films, parce que il est là pour son nom, si vous voulez. Il est là parce qu'on sait que c'est bankable, que Peter Dinklage, tout le monde le connaît grâce à Game of Thrones, et du coup ça va attirer des gens pour voir le film. Sauf que le personnage qu'il joue n'a rien à voir avec qui est Peter Dinklage, et le fait qu'il soit nain est généralement ignoré des films. Ce qui me paraît idiot, en fait. C'est-à-dire que du coup ça devient complètement mercantile. Il est pas là parce qu'il est doué, parce que c'est un bon acteur, il est là parce qu'il amène des gens avec son nom. C'est pas moi qui dis ça, c'est la logique du studio quand il l'engage pour faire ce truc-là. Et Frank Gastambide, pour le coup, quand il fait des rôles pour son pote nain, les adapte à son pote nain. C'est-à-dire que il est pas là pour être le nain, uniquement, mais il est pas là non plus pour être un personnage lambda, et personne ne dira jamais qu'il est de petite taille, parce que, mon dieu, faut pas lui rappeler quand même. Donc, j'aime bien quand même sa façon de faire le truc, et le personnage est intéressant. Autre personnage, Ramzy Bedia, qu'il a ramené juste pour un caméo, mais c'est un très bon caméo. Le sketch qu'ils lui font faire, je trouve, le running gag est très bien trouvé et assez intéressant. Le truc de ce film-là, c'est que beaucoup plus que les autres, pour ceux que j'ai vus, c'est-à-dire le 1 et le 2, je trouve que là, il y a vraiment un côté sketch et gag, et un petit côté même enchaînement de sketch. T'as l'impression qu'il a pris un personnage et qu'il a voulu trouver un truc à la con à faire au personnage, et que du coup, il y a une scène qui est pour que le personnage fasse son truc à la con. Et que ça se mélange pas vraiment bien avec le reste. Il y a des moments où ça se mélange très très bien avec le reste, mais il y a d'autres moments où ça fait vraiment prétexte à faire une blague, quoi, prétexte à faire une vanne. Notamment sur un personnage, qui lui est un ancien qui revient, le personnage de Bernard Farcy, qui est donc le Gibert. C'est le mec qui fait alerte générale dans tous les films. C'est toujours le même personnage, toujours aussi con, raciste et tout le bordel. À un moment, il arrive et il fait bon, j'en ai ras-le-bol de célébrer les mariages de ta fiole et les machins dans ce genre-là. Donc, voilà, le mec est toujours fidèle à lui-même et toujours aussi con. Il a une scène pour présenter un véhicule qui s'appelle le KK 2000. Je vous ai prévenu, hein, c'est un film de beauf. Et donc, le KK 2000, eh ben, ça ne sert à rien. C'est un truc qui est là pour un sketch à un moment. C'est limite un prétexte à expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une ministre qui est là, mais on aurait pu trouver quelque chose qui ne mette pas en scène du caca. Et ça fait vraiment vanne pour la vanne, quoi. De même que il y a
Il y a pas que du caca, il y a aussi du vomi à certains moments. Et ça paraît pas très nécessaire ou utile ou quoi que ce soit. Ça sert au moment où ça a lieu. Je vais pas vous dire où ça a lieu, mais ça sert dans l'événement où ça a lieu. Mais c'était quand même pas le truc le plus finot du monde non plus. D'autant que ça vient d'un des personnages qui, je pense, va créer beaucoup d'énervement chez une partie du public. Le personnage de Sandrine, joué par Sissi Duparc, qui joue le rôle, il n'y a pas d'autre mot, d'une grosse. Le truc, c'est que on enchaîne beaucoup de sketchs qui sont assez faciles, mais bien faits, quoi, bien réalisés et bien joués par l'actrice et par les autres acteurs qui sont autour. C'est de l'humour sur de la grosse, qui mange tout le temps, qui, évidemment, comme elle est disgracieuse, est une chaudasse que tous les mecs sont en train de refuser, etc., etc. Enfin, c'est pas terrible, mais il amène une bonne vanne à la fin, quoi. Il y a un moment où le personnage va vraiment servir à quelque chose et tu fais, à la limite, je suis prêt à vous pardonner toutes les conneries que vous avez faites depuis le début avec le personnage juste pour ce sketch de fin, quoi. C'était bien trouvé et c'était assez utile et ça marchait plutôt bien. Donc voilà, le petit truc, c'est beaucoup de personnages et certains semblent vraiment être là uniquement pour le sketch. Faut dire que le scénario est quand même pas le plus évolué du monde. L'enquête, elle est quand même pas ouf, quoi. Je veux dire, il y a des mecs qui font des braquages avec des Lamborghini et des Ferrari depuis des semaines. Ça vient de leur venir en tête de se dire, tiens, et si on surveillait les circuits de course? Parce qu'un mec qui a une voiture comme ça et qui sait piloter à 200 et quelques à l'heure, il fait ça dans les routes de campagne, il va pas faire ça sur des routes où il peut faire ça tranquillement, louer le circuit et pouvoir aller à fond la caisse et vraiment s'entraîner comme il a besoin de le faire. Bon, après, il y a des histoires de taupes dans la police et trucs dans ce genre-là, donc à la limite, on peut passer outre, mais bon, voilà. Quand il va sur le circuit, les mecs sont déjà là, et tu te dis, mais si tu savais qu'ils allaient être là, pourquoi tu viens pas avec des flics? Tu sais qui c'est, tu sais qui ils sont, tu les as vus, tu les reconnais depuis la bagnole, ça suffit pas, vu, pour les arrêter, enfin, il peut pas y avoir un truc bon, ou au moins les mettre en garde à vue quelques heures, quoi, ou un truc dans ce genre-là. Donc voilà, enfin, c'est pas le scénario qui est là pour vous rendre intelligent. Au contraire, il est là pour vous divertir et pour vous rendre un peu, voilà, devant ce qui se passe à l'écran. Il y a un moment où il y a un hélicoptère qui est menacé par un drone. Déjà, en principe, regardez juste il suffit de voir les images. Les trucs sont clairement pas exactement dans le même cadre, parce qu'un petit drone de merde face à un hélicoptère qui est en train de battre à fond la caisse, à mon avis, le truc se prend dans les turbulences et se casse la gueule en 10 secondes. Et ce qui est génial, c'est que tout le monde sait que ce drone est là pour menacer. Il y a pas un flic qui a l'idée de sortir son flingue et de tirer dessus. Des génies. Mais bon, c'est l'idée, quoi. Les flics sont censés être cons dans le film. Mais bon, il y a des moments où... voilà. Donc ouais, le scénario, de toute façon, c'est pas pour ça que vous allez voir le film, quoi. Mais ce qui est con, c'est que malgré tout, ils insistent vachement sur cette enquête, en fait. Ce que je trouve pas une très bonne idée, il y a, au final, assez peu de courses-poursuites. Je crois qu'à Marseille, il y en a 2. Peut-être 3. Grand maximum. Et c'est vraiment de la course-poursuite, quoi. C'est de la bagnole qui se court après, l'une après l'autre. Mais pas des trucs de ouf. À la limite, les plus impressionnantes sont au tout début. Au tout début, il y a Franck Gastambide qui est en plein milieu de Paris en train de faire des 360 degrés et des wheelings et des machins, enfin, des gros virages à sec en plein milieu des Champs-Élysées ou d'Enfer Rochereau, des machins, et tu fais, ah oui, quand même, oui, là, pour le coup, il y a des trucs. Pour le reste, c'est de la voiture qui se colle au cul, quoi. Et il y a pas grand chose de plus à rajouter à l'idée. Et c'est un petit manque, quand même. Je veux dire, l'intérêt principal de ce film, c'est censé être les courses-poursuites. Les carambolages également, et à ce niveau-là, il y en a un seul, unique, et il est complètement gratuit. Et d'ailleurs, le film le dit lui-même, quoi, c'est que il y a un carambolage à un moment, et tu sais pas pourquoi, il y a 20 bagnoles qui se mettent toutes dans le même carambolage, dont certaines qui démarrent à fond la caisse au point de voler une fois qu'elles arrivent au-dessus de la pente et de s'écraser vraiment au-dessus de la pile ou un truc dans ce genre-là. Et il y a, c'est Gibert qui est en face, et Gibert qui est en train de regarder, il fait, mais d'où viennent toutes ces bagnoles? Et tu l'as, oui, bonne question. D'où viennent toutes ces bagnoles? La rue a l'air quand même relativement plate, c'était un boulevard avant. Tu m'expliques comment, à plusieurs mètres de distance, il y a pas des mecs qui arrivent à freiner juste avant de voir le carambolage? Enfin, il y a des moments où c'est un petit peu exagéré, et c'est ça le truc, c'est, le carambolage ne sert à rien presque. Il est là parce qu'il doit y avoir un carambolage dans un taxi, mais on l'a foutu là, on sait même pas pourquoi nous-mêmes, quoi. Même le film avoue qu'il sait pas pourquoi il y a un carambolage, et surtout pas à ce point-là. Et le carambolage passe d'autant moins bien que, je dirais que le vrai défaut de ce film, c'est que je ne sais pas qui est le monteur, mais je pense qu'il a dû bosser avec Olivier Mégaton. Parce qu'on retrouve beaucoup des mauvaises
habitudes de montage d'Olivier Mégaton, le montage est assez charcuté. Et je suis pas opposé au montage rapide, mais là, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de moments où on coupe, et justement, pas seulement dans le rythme du montage, mais même au niveau des scènes. C'est-à-dire que cet énorme empilement de voitures et de plein de trucs qui débarquent, pour rendre l'autre course-poursuite plus intéressante, qui n'est, je vous ai dit, que deux bagnoles qui se collent au cul pendant 10 minutes, quoi. Donc pour rendre cette course-poursuite intéressante, ils font un montage alterné. C'est-à-dire qu'on suit 1 minute de course-poursuite, et après t'as 10 secondes de cascade, 30 secondes de course-poursuite, 20 secondes de cascade, 30 secondes de course-poursuite, 20 secondes de cascade, et un truc dans ce genre-là. Et du coup, le truc, c'est que tu fais... Vous auriez fait toutes les bagnoles s'empiler les unes après les autres vraiment rapidement, ça aurait rendu le gros carambolage, le vrai gros carambolage beaucoup plus cohérent. Si on l'avait vécu en temps réel, on se serait pas dit, mais les bagnoles, elles arrivent à des kilomètres et elles voient rien, on se serait dit, on aurait vu toutes ces bagnoles arriver presque en même temps et toutes s'encheventrer les unes dans les autres, ça aurait été plus cohérent et plus logique. Là, du coup, comme on coupe en plus à le reste de la course-poursuite, on se dit, mais du coup, on a eu 30 secondes de course-poursuite, donc ça fait 30 secondes qu'il y a une bagnole qui est en train de foncer vers un carambolage et qui la voit pas et qui freine pas, quoi. c'est très bizarre, quoi. Et je trouve que c'est un de mes vrais problèmes avec le film, c'est le montage. Parce que pour le reste, c'est plutôt très bien réalisé, quoi. Il y a les plans sont vraiment assez intéressants. C'est pas des plans transcendants non plus, hein. C'est le plan collé sur le pare-choc latéral de la voiture pour qu'on voit la roue et l'avant du capot et que la caméra soit fixe. Il y a beaucoup de plans en grue, il y a beaucoup de plans en bagnole qui suivent les bagnoles du coup en train de se poursuivre. Donc les plans sont assez dynamiques. Il y en a un qui est assez joli quand il fait un wheeling autour de la statue du lion d'Enfer Rochereau. Il me semble que c'est à ce moment-là, il y a une caméra qui est style jeu vidéo, vous savez, la caméra qui flotte au-dessus de la bagnole, sauf que la bagnole est filmée en entier. Donc tu vois, ils ont sans doute gommé le rig, la tige en métal qui permet de tenir la caméra sur la voiture. Ils l'ont sans doute gommé numériquement, mais là du coup on a un plan qui est fixe sur une bagnole, qui est en train de tourner autour d'elle-même, mais elle est pile bloquée dans le cadre, et du coup tu vois vraiment le truc tourner, enfin le monde qui tourne autour de la voiture alors que la voiture reste fixe, et le plan dure assez longtemps, et ça doit être quand même assez complexe à faire, quoi. Je veux dire, faut le tourner déjà, et ensuite faut gommer numériquement l'accroche de la caméra. C'est pas donné à tout le monde, et ça marche plutôt bien, quoi. C'est vrai que c'est vraiment un effet enfin, les cascades sont bien filmées et les courses-poursuites sont assez réussies. Le truc, c'est que les courses-poursuites elles-mêmes sont pas très intéressantes. Il a très bien filmé des voitures en train de rouler, ça c'est sûr. Maintenant, ce serait bien qu'il y ait quelque chose d'autre, genre des carambolages et des machins. Et tu sens, c'est là que tu sens le film français. Ils ont pas l'argent pour rembourser les voitures si jamais elles avaient un pet, donc ils peuvent pas leur faire des cascades, ils peuvent pas les faire rentrer dans des murs, ils peuvent pas les faire rentrer dans quoi que ce soit. S'ils abîment la Lamborghini, tout le budget du film passe à rembourser la bagnole presque. Enfin, ça vaut tellement cher ces trucs. Mais donc voilà, quoi, tu vois un peu les limites de l'exercice aussi, quoi, malheureusement. Le vrai reproche que je vais faire au film, mais vraiment un reproche, ça va être au niveau du son. Aussi bien le mixage que ce qu'on met dans le son. C'est-à-dire que le volume du film est extrêmement fort. En plus, j'étais dans une salle Dolby Atmos, donc ça doit pas aider, mais il est extrêmement fort. Et souvent de façon un peu grossière et du coup trop fort. Il y a des mixages de musique par exemple où les musiques deviennent mais assourdissantes tellement elles sont fortes. Et enfin je veux dire, je suis quand même allé dans un cinéma plusieurs fois dans des salles en Dolby Atmos, j'ai entendu de la musique forte. Là vraiment il y a un truc, quoi, c'est la musique est trop forte, vraiment beaucoup trop forte au-dessus de certaines scènes. Et ce qui pose problème en plus, c'est que bon, déjà la musique est très forte, il y a des bruits de bagnole partout, donc c'est pas le truc le plus harmonieux du monde à entendre. Je sais que certaines personnes aiment beaucoup les bruits de voiture, mais c'est quand même pas le truc le plus mélodieux et le plus relaxant à écouter, surtout quand t'as une musique à fond la caisse au-dessus, et quand, troisième couche qui se rajoute sur le problème du son, les personnages passent leur temps à hurler et à s'engueuler. C'est-à-dire que ils vont hurler sur certaines personnes, les uns les autres, mais surtout ils vont très régulièrement s'engueuler. C'est très régulier qu'un personnage soit là uniquement pour se prendre la tête avec quelqu'un et que ça hurle, et du coup, mais ça hurle pendant plusieurs minutes avec les gens qui se parlent les uns au-dessus des autres. Donc le but c'est pas d'entendre des phrases rigolotes ou des trucs dans ce genre-là, c'est vraiment de voir les gens en train de se hurler dessus ou de hurler tout court. C'est un peu le rôle de Malouf justement. Il est là pour hurler, quoi. Il est là pour s'accrocher à la poignée de sécurité et faire ah, on va mourir, ah bah non. Voilà, il est là pour ça.
Et c'est un petit peu énervant au bout d'un moment, quoi. Pour les oreilles, t'as la bagnole à fond, t'as la musique à fond, et le mec qui hurle dans ses oreilles à fond. Tout ça en Dolby Atmos, c'était un bonheur. C'était un bonheur. Donc ouais, je trouve le son détestable dans le film. Vraiment, quoi. Je suis même pas mauvais. Le son est détestable. J'ai détesté le mixage sonore du film. Pour le reste, je m'attendais à un film de ce niveau et le film est bien fait pour ce qu'il essaye de faire. Donc voilà, enfin après je sais vraiment pas qui attendait Taxi 5. Est-ce que vraiment ça va ramener des gens en salle? Est-ce que vraiment ça va intéresser quelqu'un? Je sais pas trop. Je te dis, je suis allé à une séance assez tôt dans la journée, il y avait quand même pas mal de monde dans la salle, donc ça peut marcher. Mais bon, ouais, en ce qui me concerne, très bien, vous avez ressuscité Taxi. On avait enfin réussi à faire crever ce truc au bout de 4 films. Vous avez ressuscité Taxi, bah très bien, merci. Bah voilà, si vous avez envie de le voir, allez le voir. A priori, vous allez le kiffer. Si vous avez kiffé les anciens, vous allez probablement kiffer celui-ci. Mais bon, c'est pas ma cam. Et je trouve qu'il y a quand même certains défauts au niveau de la réalisation, montage, au niveau du son, j'y arrive pas. Et niveau scénario, on pouvait trouver de meilleurs trucs, en particulier un meilleur rôle pour Malik Bentala, qui vraiment ne sert à rien. Je tiens en particulier à noter, dans le niveau de connerie du scénario du film, la scène où un mec se cache en s'allongeant en haut d'une étagère. Le mec est dans une pièce de 30 mètres carrés, avec 4 murs, il n'y a aucun angle mort, il y a des étagères qui vont pas plus haut que ça, hein, ça fait 2 mètres à peu près, ce que j'ai ici, 1m80. Le mec, pour se cacher des gens qui débarquent dans la pièce, il monte et il s'allonge en haut d'étagère. Et il s'imagine que s'il reste allongé en haut de l'étagère, les gens le verront pas. Je crois que vous abusez. Un petit peu. Je sais que c'est un film censé être comique, mais s'il suffisait de s'allonger sur le haut d'une étagère pour que personne ne te remarque dans une pièce... merde, quoi. Surtout, c'est... À la limite, je sais pas, ça aurait été dans une chambre, il y aurait eu des couettes ou des trucs... Non, c'est une étagère, genre, vide. Et genre, en plus, c'est la pièce minimaliste, quoi. C'est genre, les murs sont parfaitement lisses, le bois, c'est vraiment juste le coffre du truc, et puis, il y a pas un truc qui dépasse, il y a pas une arête qui dépasse, tu vois même pas la différence entre la porte et le reste du placard, tellement c'est fin et bien collé, donc... Enfin, c'est évident que si tu vois un mec qui s'allonge au-dessus de toi, tu le vois et tu vois que ça, quoi. Enfin, t'es débile. S'ils l'ont pas vu en rentrant dans la pièce, ils le verront en sortant. Enfin, c'est... Donc vraiment, il y a des moments où le scénario volera des pâquerettes, quoi. Voilà, écoutez, je crois que j'ai pas grand-chose à dire de plus. La méthode Besson habituelle, faire un film très grand public pour accumuler des sous-sous. L'idée est pas venue de lui. Elle est venue de Franck Gastambide et de Malik Bentala, mais je pense qu'il était bien content d'avoir eu l'idée sous la main parce que avec Valérian, il va avoir du mal à s'en remettre. Mais je crois qu'en dehors de Luc Besson, ce film ne servira à personne. Je sais pas si les fans de Taxi eux-mêmes sont si contents de ça, de voir le film revenir ou pas. On verra bien ce que ça donne. En ce qui me concerne, si ça vous attire. C'est pas ma cam. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.